C'est quoi une donnée anonymisée et qu'est-ce qu'on anonymise comme donnée? Ah, une donnée anonymisée. Quand est-ce qu'on dit qu'une donnée est anonymisée? Est-ce que, par exemple, si je change mon gmail.com par gmail.fr, ça devient anonymisé ou c'est quoi une donnée anonymisée? Quand est-ce qu'on dit que vraiment la donnée est anonymisée là pour le coup? Et pendant mon master en informatique, je fais un peu de crypto. Ouais. Un peu de crypto. Ouais. Donc, après ça, je vais travailler. Je vais travailler à Yaoundé. Chez qui? Je travaille chez Creolink. Tu connais Creolink? C'est les fournisseurs d'antennes Internet. Ah, oui. Je connais très bien Creolink. Ouais. C'était un de mes concurrents quand j'étais encore au Cameroun. Ah, d'accord. Je vais m'inscrire à M1. Et je me rappelle, la dame qui faisait la description pour le M1 était assez surprise. Quand j'arrive, je lui dis je vais m'inscrire, je suis en M2, je sais pas parce qu'il y a un M1. Elle ne comprend pas. Mais pourquoi vous revenez? Est-ce que vous avez bien... Bon, lui Philippe, merci de prendre ton temps pour venir nous voir sur Chilo.tech. Je suis très très reconnaissant, surtout qu'on a eu beaucoup de difficultés pour savoir, mais bon. Ouais, c'était pas simple. C'est le quotidien qui veut ça. Ouais. Moi, sur Chilo.tech, je fais deux choses. Grosso modo, je parle d'informatique. J'échange sur des formations en informatique, des vidéos en informatique. Et surtout, ce que je fais depuis quelques temps maintenant, j'échange avec des experts comme toi dans ton domaine pour que tu présentes aussi aux gens une autre façon de l'informatique que tout le monde ne voit pas tous les jours. Pour que ça puisse inspirer certains et puis que ça puisse conforter certains. Ça donne aussi une visibilité des choses, de ce qu'on peut faire aujourd'hui en informatique comme activité, comme métier, pour que ces gens puissent se projeter assez rapidement dans l'informatique aujourd'hui. Si tu devais te présenter aujourd'hui, tu dirais quoi? Oui, c'est vrai. Déjà, merci. Je t'en prie. M'inviter. Avec plaisir. C'est un plaisir d'être là et de partager avec toi sur ta chaîne. Alors, s'il fallait que je me présente, qu'est-ce que je dirais? Bon, aujourd'hui, on va dire que j'ai plusieurs casquettes, mais principalement, je suis fondateur et CEO d'une start-up, Clever Identity, qui propose des solutions d'évaluation de risques et de réidentification. Voilà, c'est assez barbare quand on n'a jamais entendu parler de ça, mais ça tourne autour de l'anonymisation des données. Voilà, c'est une start-up qui propose des solutions autour de l'anonymisation des données à destination des centres de recherche en santé afin de les aider à utiliser les données de santé, les données de patients pour faire de la recherche. Ah, d'accord. Donc, toi, chez Clever Identity aujourd'hui, ce que tu fais, c'est en gros, tu viens voir un centre de santé ou bien qu'on appelle ça un laboratoire de recherche, j'ai envie de dire. Oui. Et puis tu les aides à anonymiser les données, c'est ça? Oui. En fait, c'est quoi le besoin concrètement? Aujourd'hui, on a au sein des centres de recherche, ou plutôt des CHU même, si on prend le cas des hôpitaux, on a des chercheurs qui ont besoin d'utiliser des données de patients pour faire de la recherche. Mais aujourd'hui, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, ne permet pas l'usage de ces données pour faire de la recherche. Ce qui est demandé, c'est, entre autres, de demander le consentement des personnes. C'est-à-dire, par exemple, si tu vas chez ton médecin et que dans le cadre de soins, tu lui confies des données, un chercheur, même s'il est du même hôpital, n'a pas le droit d'accéder à ces données pour faire sa recherche. D'accord. Donc, le RGPD demande que tu donnes ton avis, le patient donne son avis d'abord. ton consentement, pour que ces données puissent être utilisées par ce chercheur pour faire sa recherche. Donc, dans ce cas-là, j'interviens, c'est à ce moment que j'interviens donc, pour anonymiser les données et surtout prouver que ça a été bien fait afin de rassurer les personnes. Parce que le RGPD dit, lorsque les données sont anonymisées, elles sortent du champ d'application du RGPD. Voilà. Mais il faut bien le faire. La condition, c'est bien le faire. Le RGPD, grosso modo, c'est la loi européenne. Je dis ça grosso modo, quand je schématise quand je dis ça. C'est la loi, comment on dit ça, européenne sur la protection des données des utilisateurs, c'est ça Oui, RGPD veut dire Règlement général sur la protection des données. D'accord. C'est un règlement européen qui protège les données de résidents européens. C'est-à-dire que tout résident européen a ses données protégées et il concerne toute forme d'organisation mondiale, dès qu'elle traite des données à caractère personnel du résident européen. Donc voilà.
Donc, ça peut être une entreprise, un centre de recherche aux États-Unis qui veut traiter des données d'Européens. Alors, il est contraint de se conformer au RGPD. D'accord. C'est quoi tu as parlé de 3 choses là qui m'intéressent. Anonymisation des données, voilà. Santé, grosso modo. Et consentement des utilisateurs. Oui. D'accord. Moi, je donne mon consentement pour qu'on puisse utiliser mes données. Oui. Est-ce qu'il faut qu'on les anonymise encore quand même? Ce n'est pas nécessaire. Une fois que le consentement est donné, on pourra les utiliser pour la recherche. Voilà. Mais il y a d'autres... Mais on ne me dit pas pour quel élément de la recherche on veut utiliser mes données. Non, voilà, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est très encadré, le consentement. On dit que le consentement doit être un consentement éclairé. Ça veut dire concrètement, il faudrait que les finalités, le terme consacré c'est finalités, les finalités du traitement de la caractère personnel soient clairement définies. Elle doit être légitime, elle doit être déterminée, elle doit être spécifique. Donc, ce sont on va dire des principes à appliquer lorsqu'on veut, par exemple, obtenir le consentement d'une personne. On dit que le consentement doit être éclairé et il doit être univoque. Et il doit être, voilà, et ça, concrètement, l'idée c'est que, par exemple, lorsque vous êtes sur Internet, il y a parfois des cases cochées par défaut. Par défaut, ouais. On dit que voilà, vous avez accepté. Non, le consentement, il faudrait que ce soit vous qui cochiez la case, par exemple. Même si vous ne le lisez pas, on suppose que comme vous avez coché, c'est que vous avez coché, lu. voilà, vous donnez le consentement. Donc, c'est comme ça que le consentement doit être donné. Il doit être, la première chose, c'est qu'il doit être vraiment éclairé. On doit avoir l'exhaustivité de l'information concernant ce qu'on veut en faire. Ouais. Moi, j'ai une question un peu à 2 volets, là. Après, tu prends ça dans l'angle qui t'arrange. C'est quoi une donnée anonymisée et qu'est-ce qu'on anonymise comme donnée? Ah, une donnée anonymisée. Quand est-ce qu'on dit qu'une donnée est anonymisée? Est-ce que, par exemple, si je change mon gmail.com par gmail.fr, ça devient anonymisé ou c'est quoi une donnée anonymisée? Quand est-ce qu'on dit que vraiment la donnée est anonymisée là pour le coup? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anonymisation est réglementée. D'accord. La définition est donnée par le RGPD, notamment dans un avis qui a été publié en 2014, l'avis du G29. D'accord. À l'époque, on parlait du G29, aujourd'hui, c'est le CEPD. Le G29, c'est quoi? Le groupe 29, c'était le groupe des autorités de protection de données européennes. D'accord. Qui, en 2014, publie un document, un avis, où ils ont décrit concrètement ce que veut dire être anonymisé. Il y a 3 principaux critères ou vulnérabilités qu'il faut évaluer pour savoir si les données ont été anonymisées. Alors, plus récemment, la CNIL, qui est une autorité de protection de données, l'autorité de protection de données française, a publié sur son site une deuxième manière d'évaluer si le risque est si on a anonymisé ou pas. Donc, concrètement, la CNIL dit aujourd'hui, et je pense que c'est aussi l'avis du RGPD de manière générale, pour savoir si une donnée est anonymisée, il faut soit scrupuleusement respecter les 3 critères proposés dans l'avis du G29, que sont l'individualisation, la corrélation et l'inférence, soit mener une analyse de risque de réidentification. D'accord. Et qu'est-ce que tu mets derrière individualisation, corrélation et cohérence des données? Qu'est-ce que tu mets derrière? Et inférence. Corrélation et inférence. Alors, quand on parle d'individualisation, concrètement, on parle de quoi? C'est la capacité à isoler un individu dans un jeu de données. D'accord. Donc, concrètement, si je tombe sur un jeu de données et que dans ce jeu de données, il n'y a qu'une seule personne qui a 20 ans, par exemple, cette valeur permet d'individualiser cette personne. Parce qu'elle est la seule personne dans ce jeu de données. Donc, il ne faudrait pas que le jeu de données, on puisse individualiser une personne de cette manière. Quand on parle de corrélation, c'est la capacité à croiser ce jeu de données avec un autre jeu de données dans le but de retrouver une personne. Une personne, oui. Par exemple, si je tombe sur un jeu de données qui contient l'adresse d'une personne, ou alors son âge, ou alors son genre, ce sont des données qu'on peut facilement retrouver dans d'autres jeux de données et qui peuvent permettre de croiser ce jeu de données avec un autre afin de pouvoir retrouver votre nom, ton nom par exemple. Et finalement, l'inférence, c'est la capacité à deviner les valeurs d'une variable à partir des valeurs d'une autre variable. Concrètement,
Si dans un jeu de données, on sait que tous les hommes souffrent du cancer du poumon, c'est que la variable genre permet d'inférer la variable maladie. Ouais. Voilà. C'est Par parce qu'on voit pour les entreprises, par exemple, quand tu vois le nom et le prénom de quelqu'un et le nom de l'entreprise, Oui, tu es capable rapidement de recouper les données et retrouver son adresse email facilement, quoi. oui, facilement. Ouais. Oui. C'est les données, on va dire données inférées. Inférées, Alors, à ouais. partir du nom, prénom, on peut reconstruire l'adresse email. Ouais, On c'est a ça. inféré là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ça en fait les 3 critères. Ah, d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on anonymise maintenant comme données, en fait? Qu'est-ce qu'on choisit d'anonymiser ou pas? Est-ce qu'on se dit le sexe, c'est important, il faut l'anonymiser? Est-ce qu'on se dit le nom, c'est plutôt important, on laisse le sexe, on prend le nom? Qu'est-ce qu'on anonymise vraiment comme données? Alors concrètement, l'anonymisation, c'est là on rentre dans la deuxième manière d'évaluer. Mhm. Parce que la CNIL dit quoi? Soit les 3 critères sont scrupuleusement respectés, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir individualiser, on ne doit pas pouvoir inférer, Mhm. on ne doit pas pouvoir corréler. Mhm. Mais dans la pratique, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que l'anonymisation, en fait, a un double objectif. Mhm. Le premier objectif, c'est bien de protéger les personnes, s'assurer que les personnes sont bien protégées. Mais le deuxième objectif, c'est de permettre que les données restent utiles, soient utilisées pour un besoin donné. Mhm. Sinon, ça ne sert à rien d'anonymiser. Mhm. Parce que si, par exemple, les chercheurs ils veulent utiliser les données des patients, ils ont un objectif. Et s'ils anonymisent, c'est-à-dire ils transforment trop les données, ça peut devenir inutile, Mhm. inutilisable. Mhm. Donc, pour ce deuxième objectif, ça fait en sorte que s'il faut respecter scrupuleusement les 3 critères, en général, on arrive avec des données qui ne sont plus utilisables. D'accord. En général. Ouais, Il y a des cas précis où on peut respecter ces critères et avoir des données toujours utilisables. Mais dans le cas de la recherche, c'est très compliqué. Alors, c'est pour ça que la deuxième façon d'anonymiser est intéressante. L'analyse de risque de réidentification. Et là, on se pose les questions maintenant de savoir qu'est-ce qui, dans les données, peut permettre de réidentifier les personnes et comment. Par exemple, justement, là, on va rentrer dans une analyse de risque. On va parler des principes de l'analyse de risque, notamment selon le modèle IBIOS, qui est un modèle proposé par l'ANSSI en France et qui est recommandé par la CNIL pour pouvoir faire des analyses de risque. D'accord. En gros, moi, je suis un patient. J'arrive chez... Je ne veux pas dire mon généraliste, parce que le généraliste, on y va, on fait 30 minutes et puis on est barré. Ouais. Je viens, par exemple, là, voir un neurologue, voilà. Oui. Je dis à un neurologue, voilà, moi, j'ai mal à la tête, tout ça. Il va prendre toutes mes données, on va faire une batterie de tests IRM et tout ça, machin bidule. Oui. Et il va me demander, ou bien je vais lui donner comme ça, il va me demander, est-ce que vous voulez qu'on garde vos données pour faire de la recherche? Mais rassurez-vous, on va tout faire pour qu'on ne sache pas que c'est vous. Et c'est comme ça que le patient donne son accord, c'est ça, au départ? Oui, il peut donner son accord de cette façon en disant, voilà, on va utiliser vos données pour faire de la recherche. Mhm. Mais de toute manière, qu'il donne son accord ou pas, Mhm. même si le patient doit être informé au moins qu'il y aura une anonymisation qui sera faite. D'accord. C'est-à-dire, même dans le cas où on ne veut pas récupérer son consentement, il doit être informé qu'il y a un traitement qui sera fait sur ces données. D'accord. Parce que s'il faut entrer on va dire, d'être un peu rigoureux en termes de réglementation, Mhm. l'anonymisation, c'est un traitement de données à caractère personnel. D'accord. Parce que si en output d'une anonymisation, on a des données anonymisées, qui ne sont plus dans le cadre du RGPD, en input, on a des données personnelles. D'accord. Ouais. Et le RGPD encadre le traitement de données personnelles. Personnel, ouais. Et l'anonymisation en soi, c'est un traitement. Et entre autres, il faut pouvoir informer le patient en lui disant ces données seront anonymisées. D'accord. Du coup, aujourd'hui que tu as compris le besoin, du moins ton marché en gros, c'est de dire, moi je vais aller voir les hôpitaux pour leur dire en gros, je vais vous aider à anonymiser les données de vos patients pour que vous puissiez faire des recherches sereinement et avoir des bons résultats derrière. La question donc, c'est comment tu construis ton outil en fait? C'est quoi l'architecture derrière pour construire ton outil? Alors, mais ta solution, j'ai dit l'outil, mais bon, c'est la solution. Ah oui, la solution. C'est une solution. Ouais. C'est une solution qui permet justement de faire... On aborde la question sous le deuxième angle, deuxième manière d'anonymiser. Mm-hmm. On avait dit soit on respecte les 3 critères, ce qui est compliqué pour l'utilisabilité des données, soit on fait une analyse de risque. Donc nous, l'outil, c'est un outil qui permet un produit qui permet de faire justement cette analyse de risque. C'est un outil en SaaS. D'accord. SaaS
Ça veut dire c'est software as a service. C'est-à-dire accessible depuis Internet. Ouais. Toi, tu héberges la solution chez toi, ou bien sur tes serveurs à toi, ou bien dans des serveurs que tu as loués quelque part. Oui. Ouais. Et justement, précisément, parce que là, c'est très important de le dire, les serveurs sont basés en France, c'est OVH. Ouais. Chez OVH, je peux le dire. Ouais. Les serveurs sont basés en France, chez OVH, parce qu'il y a vraiment une grosse problématique autour de l'hébergeur qui va traiter ces données. Ouais, après, je pense aussi que le choix de VH n'est pas mauvais non plus parce que les autorités françaises reconnaissent OVH comme étant fournisseur santé friendly, j'ai envie de dire ça comme ça. Effectivement, Ouais. on dit qu'il est HDH, c'est-à-dire hébergeur de données de santé. C'est ça, ouais. Et il est aussi cloud souverain. Voilà, ce sont tous ces éléments qui font en sorte que même certains hôpitaux ont leurs données qui sont déjà stockées sur OVH. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller directement chez OVH. Et donc, c'est un outil. Comment ça se passe concrètement? Alors, vous créez votre compte en tant qu'entreprise. Et il y a des utilisateurs. Ces utilisateurs peuvent charger des données anonymisées dans l'outil. C'est quoi? C'est un CSV? C'est un JSON? C'est quoi qu'on cherche? Aujourd'hui, c'est des CSV. CSV. C'est-à-dire concrètement, mais nous réfléchissons pour pouvoir intégrer d'autres formats. Mais aujourd'hui, le format, le bas, c'est le CSV. Moi, j'arrive, je suis attaché de recherche clinique, par exemple. Oui. J'ai mon CSV, je me connecte à ta solution. Oui. J'upload de mon CSV, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Tu uploads ton CSV et tu suis un process qui est dans l'outil. Et à la fin, il y a une analyse de risque qui est produite, un document, un rapport qui est généré et qui permet de dire, alors il y a plusieurs résultats possibles. C'est soit le risque est trop élevé, le risque de réidentification est trop élevé, il faut appliquer telles contre-mesures qui sont proposées par l'outil pour pouvoir réduire le risque à un certain niveau. Concrètement, on va dire les risques en général, pour avoir déjà accompagné plusieurs entreprises en matière de risque cyber de manière générale, il y a 4 niveaux de risque. Ça s'appelle 1, 2, 3, 4, faible, moyen, élevé, critique. En général, lorsqu'on a un risque qui est 3 sur 4, il faut nécessairement le ramener en risque 2 sur 4 au moins. D'accord. Voilà. En gros, il faut diminuer le niveau de criticité, quoi. Oui, parce qu'il y a 2. Ouais. Et donc, dans ces cas, si à la fin de l'analyse, on a un risque qui est 3 ou 4, il y a des contre-mesures qui sont directement proposées par l'outil et qui permettent de réduire le risque à un niveau au moins 2 sur 4. D'accord. Voilà. Mais du coup, ton risque, il est sur quoi? Je veux dire, quel est, grosso modo, le critère majeur pour toi qui dit cette donnée-là, que vous me donnez, le risque de réidentification est très élevé? C'est quoi? Il y a une donnée qui n'est pas assez représentée dans ton jeu de données, il y a une donnée qui est trop unique dans le jeu de données. On a pris l'exemple de 20 ans tout à l'heure. Oui. Si je n'ai que 20 ans, je dis 20 ans, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de 20 ans, quoi, par exemple, quoi, pour qu'on puisse ne pas avoir la chance de retrouver les mêmes personnes, quoi. C'est quoi ton risque? Grosso modo, techniquement, qu'est-ce que tu mets derrière, quoi? Ok, techniquement, quand on parle de risque, on parle de quoi? Alors, un risque est calculé selon deux valeurs. La première valeur, c'est quand on parle de gravité et de vraisemblance. Enfin, c'est deux critères. Il y a le critère de gravité et le critère de vraisemblance. La première question qu'on se pose lorsqu'on va évaluer un risque, on se dit, qu'est-ce qui peut bien arriver de grave? On parle d'événement redouté. C'est quoi l'événement redouté? Qu'est-ce qu'on redoute? Si on a un jeu de données de santé, par exemple, on peut redouter que la maladie du patient, de la personne, soit divulguée. Voilà. Donc, une personne qui souffre d'une certaine maladie, qu'on puisse retrouver et trouver qu'elle souffre de cette maladie. Et ça, l'événement redouté. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle la vraisemblance, c'est-à-dire quelle est maintenant la probabilité que cela arrive. Je vais prendre un exemple simple. Supposons que vous voulez traverser la route, que tu veux traverser la route. Et qu'on va faire une analyse de risque par rapport à cela. Qu'est-ce qui peut bien arriver de pire, de grave, lorsqu'on traverse la route? On meurt. On meurt. Voilà, on se fait renverser, on meurt. C'est ça, on parle de l'événement redouté, c'est la mort. Et quelle est la gravité, quel est l'impact? C'est un impact qui est de type corporel, qui est, voilà, parce qu'on qualifie aussi le type d'impact. Et quelle est sa gravité? Elle est maximale. Voilà. Là, on a déjà calculé un premier score. On parle du score de gravité. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la vraisemblance maintenant? Quelle est la probabilité qu'en traversant la route, on meurt? Il y a plusieurs choses qu'on va regarder. On va se dire, par exemple, où est-ce que la personne traverse? Est-ce qu'elle traverse sur un passage clouté et le feu est vert? Ou alors elle traverse, le feu est rouge et elle traverse à l'arrache?
Est-ce qu'on est sur une route d'agglomération ou une route, une 4 voies? Voilà. Autant de questions qu'on se pose pour savoir concrètement quelle est la probabilité que cela arrive. Donc, par exemple, le fait de traverser lorsque le feu est rouge pour le piéton, c'est une vulnérabilité. Et une contre-mesure qu'on peut mettre dessus, c'est dit concrètement attendre que le feu soit vert avant de traverser. Donc, voilà, et là aussi, on évalue l'exploitabilité de cette vulnérabilité. On va se dire, par exemple, quelle est la probabilité que si on traverse au feu rouge, on se fasse renverser et on meurt? On va qualifier ça avec un autre niveau, on va dire 1 à 4. Et finalement, on aura le score de gravité, qui est le fait de mourir, et le score lié au fait de traverser quand le feu est rouge. Donc, en utilisant ces deux scores, on calcule maintenant un risque global qui va être le score de risque, qui est aussi évalué de 1 à 4. Ah, d'accord. Mais du coup, là, moi, j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que dans ton outil, tu as un annuaire de risque, en gros, que tu as déjà pré-mâché, pré-intégré, sur lesquels tu t'appuies pour évaluer la qualité des données qu'on te transmet? Ou alors, c'est en fonction des données qu'on te transmet que tu arrives à déduire de ça les critères de validation, en gros, j'ai envie de dire. Alors, comment ça se passe concrètement lorsqu'on charge les données? Lorsqu'on charge les données, ça se fait en plusieurs étapes. Parce que chaque établissement a ses données. Chaque établissement a des données. Parce que moi, je peux te donner le nom et le prénom, te donner le nom d'email, te donner le groupe sanguin, le groupe sanguin et le facteur résus. Effectivement. Chaque analyse est propre à chaque donnée. C'est-à-dire qu'on fait des analyses, c'est vraiment du sur-mesure. C'est par rapport aux données qui sont chargées que les risques sont identifiés. Donc, concrètement, il y a un scan de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on scanne les données pour pouvoir identifier dans les données ce qui peut permettre à un attaquant de réidentifier les personnes. Lorsqu'on a scanné les données, on identifie des éléments qui permettent les vulnérabilités, qui permettent de réaliser la réidentification, et on qualifie ces vulnérabilités. C'est-à-dire, on donne un niveau d'exploitabilité, parce qu'en matière de risque, pour calculer la vraisemblance, il y a deux aspects qu'on peut essayer d'évaluer. C'est l'exploitabilité ou l'occurrence. Voilà. Là, pour le coup, on évalue l'exploitabilité. À quel point cette vulnérabilité peut être exploitée. Tout à l'heure, on parlait de la personne qui a 20 ans. On dit quelle est la probabilité qu'on arrive à partir d'une personne qui a 20 ans à retrouver la maladie dont elle souffre. Là, si on peut l'individualiser comme ça, c'est évident. Il suffit juste de regarder la ligne et voir à quelle maladie ça correspond. Donc là, on a une exploitabilité qui est, en matière d'individualisation, qui est juste 4 sur 4. Voilà. Donc voilà. Il y a d'autres éléments, notamment par rapport à l'inférence et la corrélation, qu'on évalue. Et tout cela permet de calculer un score d'exploitabilité. Donc les trois critères que sont l'individualisation, la corrélation et l'inférence permettent d'avoir un score d'exploitabilité. Oui, d'accord. Du coup, ton produit, il est fait aujourd'hui. Moi, je m'intéresse aussi, comme je parle aussi d'informatique, techniquement, là, c'est quoi comme langage, comme architecture que tu as derrière, en fait, si tu peux en parler? Alors, qu'est-ce que j'ai comme langage, comme architecture? Alors, c'est une architecture, parce que nous traitons de gros volumes de données, c'est une architecture Big Data. D'accord. Qui est basée sur Spark. Ouais. Et voilà, pour traiter de gros volumes de données. Spark, c'est le leader, c'est un peu des leaders. Pour paralyser les traitements. Les traitements, ouais. Voilà. Donc, nous appuyons sur Spark et nous utilisons du Python. Voilà, aussi comme langage de programmation. Essentiellement. Donc, nous avons une application, une architecture en mode API. D'accord. C'est de l'API avec des microservices, concrètement. Voilà, l'idée vraiment, c'est de faciliter l'intégration de la solution. Donc, concrètement, aujourd'hui, nos clients, ils ont leur SI avec leur application, et ils peuvent facilement décider de développer leur propre application front, pour pouvoir interagir avec nos API. Donc, l'idée, c'était vraiment... Du coup, on est capable d'avoir les données via le portail ou via une API aussi pour transmettre une API, effectivement, via une API. Comme ça, si un hôpital a son SI, en fait, la système d'information, elle peut directement transmettre l'information à votre SI, vous analysez et puis vous lui renvoyez les données derrière. Quoi. Ça, c'est ça. Ah, mais ça, c'est top, ça. Ça, c'est top, ça. Du coup, là, moi, j'aime de dire, ton projet encore il est bon. Honnêtement, j'aime de dire, quand on le voit, on a envie de se dire, mais on peut se lancer dedans. Mais quand on regarde aussi, on dit en tant que développeur, mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, en tant que développeur, de prendre tes données,
on en parlait un peu tout à l'heure aussi, de faire une fonction random dessus et de dire, moi, j'ai anonymisé les données, et puis allez-y, en fait, quoi. Ah, ok. Qu'est-ce que tu changes par rapport à un simple random, en fait, qui prend des données et fait un shuffle dessus et puis renvoie des données, quoi. Ah, qu'est-ce que je change par rapport à ça? Parce que faire un shuffle, il y a des attaques. Parce que l'anonymisation, en fait, il y a beaucoup de... c'est une discipline qui évolue beaucoup et qui est... C'est vraiment une discipline complètement... Une discipline à part entière. L'anonymisation de données. Ah bah, je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas complètement présenté. Mais j'ai fait une thèse sur l'anonymisation de données. Ouais. J'ai un doctorat en anonymisation de données. On va revenir dessus. Ouais. On va revenir dessus. Ouais. Mais voilà, c'est une discipline qui date des années 70, la fin des années 70. Les premiers articles sur l'anonymisation de données datent de la fin des années 70. Et il y a plusieurs techniques qui ont été étudiées. Et c'est un peu comme en cybersécurité de manière générale. Hein. On a d'une part les gens qui mettent en place des mesures, la Blue Team, et d'autre part, les gens qui font des attaques, la Red Team. Ouais. Voilà. C'est comme ça que l'anonymisation a évolué, mais en général, c'est très peu connu. Et c'est pour ça que des gens peuvent faire des shuffles. Ouais. Et c'est pour ça que c'est aussi... Parce que moi, en tant que développeur, je sais que quand on va anonymiser les données, on récupère les données, on fait un shuffle dessus. Un shuffle. Et puis on met ça sur le marché, on dit, bon, c'est anonymisé, vous pouvez y aller, quoi. Ouais. Alors qu'il peut toujours y avoir des vulnérabilités permettant de faire des attaques lorsqu'on fait un shuffle comme ça. C'est vrai que tu dis que quand on fait un shuffle, en gros, c'est la solution du pauvre, quoi. On va dire que ça dépend aussi. Ça dépend de la sensibilité des données. D'accord. Et ça dépend de ce qu'on va en faire, Mm-hmm. Pour les données très sensibles, comme les données de santé, il vaut mieux que ce soit bien fait. Parce que les impacts sur les personnes peuvent être importants. Mm-hmm. C'est pour ça que la CNIL est très... regardante dessus. Regardante notamment sur les données de santé. Mm-hmm. Il y a les données de santé, il y a aussi les données bancaires. D'accord. Tout ce qui est données bancaires, parce que les données de santé sont les données sensibles. Mm-hmm. Les données bancaires sont des données perçues comme sensibles. RGPD, il faut savoir qu'il y a 3 typologies de données. Les données standards, données courantes, les données perçues comme sensibles, les données sensibles. Il y a une grille qui dit le mail, par exemple, c'est sensible. Il y a un truc comme ça qui dit ça? Oui, c'est bien précisé par la CNIL. Ah oui, d'accord. Donc, en données... gros, quand tu traites une donnée, tu peux voir sur le site de la CNIL quelle est la criticité de la donnée que tu traites, la sensibilité de la donnée que tu traites, en fait. Effectivement, les données sensibles sont exhaustivement décrites. C'est-à-dire concrètement, ce sont les données relatives à la vie sexuelle, les données de santé, les données sur les opinions politiques, sur les appartements religieux, les données ethniques, raciales par exemple. Ce sont ce type de données qui sont des données sensibles. Sensibles, ouais. Ok, d'accord. Bah, du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi ton business model, en fait, avec ça? Tu vends des abonnements à des entreprises? Tu fais quoi? Tu vends du one-shot? En gros, je viens, je charge mes données chez toi et puis je te paye à la facture le temps que ça a traité? Il y en a qui veulent faire du one-shot, ouais. Notamment pour déjà prendre l'outil en main, savoir si ça va répondre à leurs besoins. Donc, nous avons une offre qui est spécifique pour cela, c'est-à-dire la personne vient, elle charge, elle fait du one-shot. Mais du one-shot, il y a différentes façons de faire du one-shot aussi. Le one-shot, c'est-à-dire je fais juste une évaluation. Je vais appliquer moi-même mes contre-mesures. Parce que dans l'outil, on propose des contre-mesures lorsque le risque est élevé. Ou alors je fais une évaluation et je veux que les contre-mesures soient directement appliquées dans l'outil. C'est-à-dire qu'on corrige directement ce qui manque et on refait une évaluation. Voilà. Parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir dire, en cas de contrôle de la CNIL, par exemple, quand nous avons fait une première évaluation, voici le risque qu'on a obtenu. Voilà les contre-mesures qui ont été proposées, on les a appliquées, on a refait l'évaluation, et voilà le résultat qu'on a eu, le contredit. Et c'est un peu ça. Donc, soit on fait juste l'évaluation sans mesures et contredites, soit on fait l'évaluation avec des mesures directement appliquées et le contredit qui est produit automatiquement. Et soit alors on peut rentrer lorsqu'on est déjà convaincu, prendre un abonnement qui peut être... Là encore, nous sommes assez flexibles, proposons des packages en fonction du besoin. On peut décider de prendre, je ne sais pas, 10, 20 ou 50 évaluations. Et voilà, c'est facturé selon le choix. Ah, d'accord. Donc, du coup, moi, je viens te voir. Bon, je suis attaché de recherche clinique. Quand je parle comme ça, je pense à une amie qui est dans ce domaine-là. Oui. Ouais. Je viens te voir avec mes données. Je dis, bon, là, je vais aller sur ta plateforme, anonymiser mes données. Je donne un CSV, je récupère un CSV derrière, un truc comme ça, j'imagine. Pas seulement. Ouais. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement
c'est pas les données anonymisées, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir démontrer. Parce que quand on parle d'évaluation de risque, parce que qu'est-ce qui peut arriver de grave? Supposons qu'il y a une fuite de données. Ouais. Ou alors qu'il y a un contrôle de la CNIL. Dans ces deux cas-là, il faudra démontrer à la CNIL que toutes les mesures ont été prises. Parce qu'on dit, le RGPD dit que le responsable du traitement a obligation de moyens, pas de résultats. Obligation de moyens. L'obligation de moyens, on parle d'accountability. C'est-à-dire concrètement, il doit pouvoir démontrer qu'il a mis en place des mesures pour réduire les risques. Donc, il y a un rapport qui est généré avec les données. Il y a un rapport. Et c'est ce rapport qui permet de démontrer le travail qui a été fait, pour pouvoir réduire les risques. Notamment la première évaluation, le contre-audit, l'ensemble des mesures qui ont été prises pour pouvoir réduire ces risques. Ah, d'accord. Mais du coup, moi, en tant qu'hôpital ou CHU, qu'est-ce qui me garantit que tu ne vas pas aspirer mes données pour avoir ton jeu de données de test aussi peut-être, ou alors les revendre plus tard? Qu'est-ce qui garantit que moi, en tant que prestataire de services, déjà, tu vas pas tes services sur la route, comme on dit souvent, quoi. Ouais, c'est contre-productif déjà pour moi, parce que mon objectif vraiment, c'est de rassurer mes clients, premièrement. Et deuxièmement, le client a la main concrètement sur ces données. Il peut décider de les purger quand il veut. C'est-à-dire, nous avons même prévu aussi une option permettant de ne pas stocker les données du tout. C'est-à-dire, l'évaluation est faite, à la fin de l'évaluation, c'est systématiquement détruit. C'est des données qui sont perdues, du moins qui sont arrêtées, quoi, qui sont supprimées. Supprimées directement, purgées à la fin de l'évaluation. Donc, tout cela... Parce que je te pose la question, tu sais, il y a eu énormément de débats sur les données toujours. Oui. Par exemple, quand la 5G devait arriver en Europe, tout le monde a dit c'est Huawei qui fait les données, ils vont nous piger toutes nos données, on ne sait pas où ils amènent nos données, des trucs comme ça. Je bossais pour des clients qui me disaient AWS, ils envoient des données aux États-Unis, Azure n'envoie pas, Google fait ceci des données. Du coup, tu vois, toutes ces notions de où vont nos données au final, les clients ou bien les hôpitaux, ils sont un peu en mode... effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas de consommer de données, quoi? Effectivement, et ils ont raison. C'est la raison pour laquelle je fais héberger les données aujourd'hui en France, chez OVH, pour assurer notamment sur ces aspects-là, parce qu'il y a une grosse question, et ça aussi, c'est une des grosses questions, une des grosses problématiques soulevées par le RGPD, c'est que les Américains, aujourd'hui, ils ont plusieurs lois qui permettent à leur gouvernement d'accéder aux données des Européens. Notamment, on parle de la loi FISA 702, Privacy Shield. Bon, ce sont des lois comme ça qui permettent au gouvernement américain d'accéder à toutes les données hébergées par leurs entreprises. Certaines de leurs entreprises. Par certaines entreprises, oui. En gros, dès que tu es une entreprise américaine, peu importe où tu travailles, où tu travailles sur la planète. Ou les serveurs, peu importe où les serveurs se trouvent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ils peuvent y accéder sans demander l'avis de qui que ce soit. On t'envoie un procureur fédéral, on dit lui il va accéder à tes données. Il accède aux données. Carte blanche, rien à C'est pour ça que j'ai choisi spécifiquement l'hébergeur français. Ouais. D'accord. Mais du coup, là, tu as conçu un bon produit. Un beau produit, on va dire. C'est quand j'ai voulu discuter avec toi que j'ai aussi compris qu'il y avait toute une histoire d'anonymisation qui était vraiment toute une science ou bien un pan à part à la sécurité. Mais du coup, je voulais dire, c'est quoi le parcours qui t'amène là-dedans aujourd'hui? C'est quoi ton parcours académique? Mon parcours académique qui fait que tu te retrouves dans ce domaine-là. Alors, à la base, je ne suis pas dev à la base. J'ai fait du développement dans mon parcours. Alors, je commence mon parcours académique au Cameroun. Après un bac C, parce que j'ai fait un bac C, bac scientifique, bac S en France, c'est équivalent. Je m'oriente vers les mathématiques. À l'université, en fait, il y avait une filière, c'était à l'université de Ngaoundéré. Une filière, on l'appelle STI. Il y avait deux spécialisations, la spécialisation maths, la spécialisation info. Mais nous, tous les deux, on faisait un peu de maths, un peu d'info. Mais je fais la spécialisation maths, où on fait les maths avec un peu d'info. Tu sais, quand tu dis que tu veux faire maths, comme ça, les gens te voient en te devenir chercheur, enseignant, toujours avec la craie, une blouse blanche, pour former des gens jusqu'au bout. Donc, j'ai fait la filière maths avec un peu d'info. Jusqu'en licence, j'obtiens ma licence.
Après cela, je ne voulais pas continuer en maths parce que je ne voyais vraiment pas de débouché, justement. Je m'inscris en Master 1 d'informatique à Ngaoundéré toujours, où je fais un master en informatique, c'était système distribué. Ouais. Voilà. Et pendant mon master en informatique, je fais un peu de crypto. D'accord. Je découvre la crypto et je me rends compte que c'est vraiment à cheval entre les maths et l'informatique, mais avec beaucoup plus de maths, ce qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est là que je commence à vraiment m'intéresser à la chose. Donc après, mon Master 1, je voulais pas aller en M2 directement parce que les conditions faisaient que en M2, on faisait plusieurs années. Ouais. Je ne rentre pas dans les détails. On va pas rentrer dans les détails. M2, on faisait plusieurs années. Il y avait plusieurs promotions de M2 qui attendaient, qui avaient bloqué le chemin. Personne n'a repris. Ils sont tous là. Voilà. Donc, j'arrête donc ma formation en M1. Un maths. Avec info avec esprit crypto, voilà. Oui, il y a un peu de crypto. Ouais. Donc, après ça, je vais travailler. Je vais travailler à Yaoundé. Chez qui? Je travaille chez Créolink. Tu connais Créolink? C'est les fournisseurs d'antennes Internet. Je connais très bien Créolink. Ouais. C'était un de mes concurrents quand j'étais encore au Cameroun. Ah, d'accord. J'ai travaillé chez Globcoff, qui était un gros concurrent de Créolink. Créolink, on faisait vraiment, à l'époque, on faisait de très belles choses. C'était les gros. La fibre optique, avec les triple play, c'est-à-dire que téléphone, télévision et Internet. Ça, c'était les gros Créolink à l'époque. Oui, on faisait déjà la fibre optique. Donc, je travaille là-bas pendant 8 mois à peu près. Là-bas, je suis technicien. Voilà, je suis technicien. Tu vas sur le chantier, tu vas tirer les câbles. Je tire les câbles, voilà, je fais tout ça. Bien le métier. Après, je configure un petit peu les routeurs et tout ça. L'access point, dès qu'on a un access point qui est posé en routeur, voilà. Je fais les petites configurations, mais rien de plus. Donc, je fais ça pendant 8 mois. Et après ça, je voyage. Je viens en France. Je viens en France, je m'inscris en Master 2. Mais j'arrive en Master 2, moi, je voulais faire la crypto. Oui, parce que tu as vu l'intérêt de la crypto, tu étais bien dedans. Je vois que c'était vraiment, je suis entre les maths et l'info, et avec beaucoup de maths, ça me plaisait. Mais je ne peux pas faire. J'arrive en M2, analyse. J'ai été accepté en analyse, mais j'arrive là, je me disais que je pouvais aller en algèbre, puisque j'avais été accepté en M2, analyse. Mais je ne peux pas cette année-là, parce que en algèbre, en M2 algèbre, il n'y a qu'une seule personne. Ah oui. Dans la promo. Dans la promo. Ouais. Et quand on va à son rythme, je ne pouvais plus rentrer parce qu'ils sont allés un peu vite. Donc, je reste en M2, analyse. Après, je réfléchis. Je me dis, non, je ne vais pas rester là en M2 analyse. Moi, je vais faire la crypto. Il me faut de l'algèbre. Donc, j'accepte de revenir en M1. Donc, je vais m'inscrire en M1. Et je me rappelle, la dame qui faisait les inscriptions pour le M1 était assez surprise. Quand j'arrive, je lui dis je vais m'inscrire, je suis en M2, je prends parce qu'il y a un M1. Elle ne comprend pas. Mais pourquoi vous revenez? Est-ce que vous avez bien, vous comprenez bien ce que vous voulez? Je dis oui, c'est bien le M1. Alors, je m'inscris en M1, je fais l'algèbre. Et après cette année-là, je vais à Limoges, dans le master crypto, Cryptis. Je crois que c'est l'un des plus anciens masters, sinon le plus ancien master crypto de France. Je crois qu'il y a un aussi à Grenoble, si je ne me trompe pas. Il y a un à Grenoble, il y a un autre à Rennes aussi. Ouais. Je crois qu'il y a un à Grenoble, parce qu'à une époque, moi, je m'étais intéressé à ce sujet-là aussi. Et il y a un à Grenoble qui avait une très belle cote là-dessus, en fait. Mais c'était sur un parcours à master, comme on appelle. Ah, ok. À master, sur 1 an ou 14 mois plutôt intense. Quoi. D'accord. Donc, moi, je m'inscris dans Cryptis à Limoges. Parce qu'à Cryptis aussi, il y avait deux filières. Il y avait la filière informatique avec un peu de maths et la filière vraiment maths. Donc, je vais naturellement vers la filière maths. Et après ça, je fais mon stage. Je travaille sur les cartes à puce, les cartes bancaires. C'était super intéressant. Et quand je finis cette année-là, je suis accepté en CIFRE, dans un doctorat CIFRE. Mais la plupart des gens s'arrêtent en master pour pointer les sous, comme on dit souvent, pour travailler leur vie. Pourquoi toi, tu ne t'arrêtes pas? Alors, c'était pour... Déjà, c'était un doctorat CIFRE. C'est un doctorat qui est fait en entreprise. Ah oui, d'accord. Et concrètement, j'ai un contrat. Ah oui. Je suis embauché en CDD en tant qu'ingénieur de recherche. Ouais. C'est-à-dire que je travaille sur des sujets d'Orange. D'accord. À l'époque. En parallèle, je fais ma thèse. Ah oui, d'accord.
En gros, tu n'étais pas dans des laboratoires de recherche. Oui, c'était pas un labo de recherche. Ouais. Tu étais en entreprise, en fait, chez Orange. Oui, en fait, on va dire que chez Orange, c'est pas non plus l'entreprise, parce que c'est Orange Lab. C'est Orange une filiale Lab, ouais. spécifique d'Orange qui fait uniquement de la recherche. De la recherche, oui. Donc, je suis chez eux pendant 3 ans. Après, je soutiens ma thèse, mon doctorat. Ben, une autre raison, c'est que pour moi, je m'étais toujours dit que je devais faire un doctorat. Parce que... Oh, tu sais tout. Les personnes qui ont fait le doctorat ne sont pas arrêtées le premier devant toi. Ah, j'ai rêvé de faire mon doctorat, mais bon, jusqu'aujourd'hui, là, je me suis arrêté sur la route rapidement. Ouais, après, parce que ouais, je voulais bien aller au fond des choses, parce que j'aime bien aller comprendre jusqu'au bout le fond des choses. Et donc, c'est pour ça que je suis allé jusqu'au doctorat. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je fais un doctorat en anonymisation de données. Ah oui. Voilà. Donc, chez Orange, tu bossais déjà sur l'anonymisation de données. Voilà, chez Orange, je travaillais sur l'anonymisation. Orange Lab, en fait. Quoi. Orange Lab, je travaillais sur l'anonymisation de données. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais du coup, là, c'est le sujet qui t'appelle ou alors, parce que tu avais commencé sur les cartes à puce, tu as pu rester sur les cartes à puce pour faire tout ce qui est peut-être, je sais pas moi, sécurisation des données sur les cartes à puce. Ou par exemple, en France, par exemple, quand tu as ta carte d'identité, tu as ton permis de conduire dessus en même temps. La carte devient... En Estonie, par exemple, ils sont assez avancés là-dessus. Une carte, c'est la carte de ta vie, quoi. Tu fais toi avec ta carte de... Ta seule carte, c'est la carte de crédit, c'est la carte de... Effectivement, parce qu'en réalité, la carte bancaire, quand on la carte, il y a le petit... il y a des puces, là. La petite puce, mais ça, c'est pas la puce, en fait, c'est juste des connecteurs. Ouais. À l'intérieur, qu'il y a la puce. D'accord. Mais la puce, elle est encore bien... Donc, ce qu'on voit, c'est des connecteurs. C'est juste des connecteurs. C'est pas la puce elle-même. Non, c'est pas la puce. Ah oui, d'accord. La puce à l'intérieur, elle est encore bien plus petite. Ah oui, d'accord. Cette puce est un ordinateur à part entière. D'accord. Avec un système d'exploitation. Dans la puce. Dans cette puce-là, et avec des applications qui tournent sur ce système d'exploitation. D'accord. Oui. C'est un système pas comme tout le... C'est pas Windows, c'est pas... La Java Card. Java Card. La Java Card, c'est un système d'exploitation qui s'appelle la Java Card. D'accord. Avec des applications Java développées en Java Card qui tournent dessus. D'accord. Donc concrètement, on pourrait avoir sur une même carte, un peu comme sur un ordinateur aujourd'hui, plusieurs applications. Plusieurs applications qui tournent. L'application du bus, l'application de la banque, l'application de la mairie, la piscine. Voilà, on pourrait avoir tout ça, mais aujourd'hui, c'est un peu du gâchis, mais on utilise un ordinateur avec une application, concrètement. Non, mais après, beaucoup de gens, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sur son téléphone. Quand tu as ton téléphone aujourd'hui, tu es capable d'embarquer tout dedans, quoi. Oui. Tu as l'application pour le bus, tu as l'application pour payer, l'application pour t'inscrire, l'application pour tout, quoi. Ouais. C'est des choix qu'il faut faire. Hein. Parce que je sais que les Estoniens, par exemple, ils sont assez avancés sur ces sujets-là. Oui. Ils ont une carte, du moins grosso modo, avec une carte, tu es capable de tout faire. Oui. En rentrant dans un bus, en allant dans un restaurant, en allant chez le médecin. C'est possible, parce que tout simplement, il faut installer une nouvelle application. Et c'est quoi? C'est les choix politiques qui font ça ou bien c'est les choix d'entreprise? En fait, en général, c'est du business. C'est du business? C'est uniquement choix business. C'est-à-dire, si on prend les cartes bancaires, on va dire une banque voit difficilement son nom écrit sur la carte avec le nom d'autres banques. D'accord. Voilà, sauf si la banque elle-même offre le service derrière pour dire c'est ma filiale qui a offert derrière ou pas. Oui, mais voilà, l'idée c'est vraiment au niveau image. D'accord. La raison, la seule véritable raison, c'est juste des questions d'image. D'accord. Qui fait en sorte qu'ils utilisent une application avec un système, un ordinateur avec une application. Ah d'accord. Du coup, on a parlé un peu de ton parcours et du choix de faire l'anonymisation des données aujourd'hui là. Oui. Moi, je me demande aujourd'hui là, pourquoi tu choisis seulement le domaine de la santé? Parce qu'on a beaucoup parlé de santé, parce que ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Moi, je dis, à la banque, par exemple, aux assurances, par exemple, au transport. Pourquoi tu anonymises juste... pourquoi tu as choisi, grosso modo, la santé, en fait, seulement? Alors, quand je me suis lancé, je n'ai pas choisi uniquement la santé. Je m'étais dit... Ou alors la santé, c'est d'abord le premier pas pour entrer dans le domaine ou... Effectivement, je m'étais dit, voilà, c'est l'anonymisation, on fait l'anonymisation partout. On fait l'anonymisation partout, ouais. Par exemple, chez le développement, les développeurs, on prend sur les données qui sont en production, les anonymises sont utilisées dans les autres environnements. Oui, effectivement. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment une approche, on va dire, c'est en allant sur le terrain, en proposant la solution, que je me suis rendu compte que ceux qui étaient particulièrement intéressés, les seuls vraiment qui étaient intéressés, c'est tout ce qui traitait de données de santé. De santé, oui. Voilà, c'est comme ça que je me suis... C'est assez critique quand même aussi. C'est assez critique, c'est sensible. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais essayer de construire un produit spécifique. C'est quelqu'un qui a un cancer, il ne veut pas que tout le monde sache qu'il a un cancer. Donc, du coup, il faut que tu gardes ça bien pour toi qu'il a un cancer, en fait. Il n'a pas dit à sa famille, même d'ailleurs, qu'il a un cancer. Donc, il faut bien que toi, le médecin, que ça ne marche pas que le gars, il a un cancer, quoi. Effectivement. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de faire un focus
sur la santé. Il faut proposer une solution, un produit qui vraiment apporte la valeur pour les chercheurs, ceux qui font de la recherche en santé. Mhm. Et donc là, aujourd'hui, quand on parle de santé, et encore l'autre côté que je vois aussi sur la santé, c'est que c'est un secteur un peu assez réglementé. Même pas un peu, mais assez réglementé Bien quand sûr. même. Parce que quand tu arrives chez le médecin, ils demandent ta carte vitale, ils vérifient ton historique, les chiffres, machin. Est-ce que c'est quoi la difficulté de pénétration de ce secteur-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour m'être un peu renseigné sur la question, c'est que c'est pas forcément très compliqué. Notamment lorsqu'on est un gros centre, lorsqu'on va en affaire au centre de santé, les gros centres de santé. On peut se dire, ils sont très gros, c'est compliqué, je suis qu'une petite start-up. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a... Quand tu es start-up, tu vois le bâtiment du CHU, tu te dis, c'est le CHU quand même, il faut que j'arrive à trouver le bon bureau pour aller frapper à la bonne porte. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en demande de ce type de projet. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs problématiques qu'ils ont, notamment des problématiques politiques, mais pas que. Des problématiques aussi liées à l'innovation, tout simplement, parce qu'ils ont un besoin. Aujourd'hui, la partie innovation pour l'étude des maladies rares, comme le cancer, pouvoir résoudre cette problématique-là, ils ont besoin de données de patients pour pouvoir le traiter, pour pouvoir faire de la recherche et avancer sur ces sujets. Donc, c'est un besoin qu'ils ont. Et lorsqu'on a vraiment un outil qui apporte la valeur, c'est-à-dire qui permet de résoudre vraiment leurs problèmes, ils prennent, ils achètent. Voilà, ils écoutent. Surtout quand on arrive avec quelque chose qui répond vraiment à leurs attentes. Donc, ils sont vraiment en écoute. Donc, il ne faut pas se dire ils sont trop gros, ils ne vont pas m'écouter, parce que ce qu'on ignore, c'est que pendant qu'on essaie d'aller vers eux, eux aussi, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. C'est vraiment une rencontre entre un besoin, une offre et une demande. Une offre et une demande, oui. Voilà. Il y a vraiment cette rencontre-là sans autre forme de considération. Voilà. C'est vraiment la valeur. Qu'est-ce qu'on propose comme valeur? Est-ce qu'ils ont le besoin? Est-ce qu'ils ont des difficultés par rapport à ça? Et si ça match, eh ben, ils travaillent. Mais du coup, là, supposons que tu rentres dans un domaine, aujourd'hui, c'est quoi, si on te demande le challenge numéro 1 lié à l'anonymisation des données, c'est quoi pour toi? S'il fallait dire le principal challenge là, lié à l'anonymisation des données, ce serait quoi pour toi? Alors, le principal challenge lié à l'anonymisation des données, il est de pouvoir produire des données qui respectent la réglementation en matière d'anonymisation. Mais du coup, tu dois lire beaucoup d'articles de loi, des choses comme ça, pour être sûr que tu es toujours dedans dans les clous, non? Oui, il faut se mettre à jour régulièrement. Mais pas que. En fait, la problématique... C'est pas des lois dont on parle beaucoup à la télé, quoi. On parle beaucoup des lois contre... pour l'IVG dans la Constitution, des lois contre... je sais pas moi, contre le nombre de personnes qu'on a renvoyées, des choses comme ça. Mais les lois, c'est pas des choses qu'on voit à la télé tous les matins. C'est vraiment, on va dire, c'est un sujet d'expert. Et la CNIL le dit d'ailleurs, hein, c'est un sujet... Pour faire une analyse de risque de réidentification, la CNIL recommande de consulter des personnes, des spécialistes. Donc, il faut savoir que la réglementation évolue chaque jour sur le sujet. Donc, il y a, comme je disais, cette première problématique, parce que l'anonymisation, en fait, vise à répondre à une problématique double. Deux choses en même temps. Le premier aspect, c'est de protéger les personnes. Et le second, c'est de garantir que les données qui sont transformées, parce qu'anonymiser, ça détruit les données quelque part, garantir que les données, une fois transformées, continuent d'être utiles pour le besoin. Utile. Voilà, c'est un peu ça, trouver ce juste milieu-là, ce compromis. C'est ça qui est le challenge, en fait, l'anonymisation de données. On dit aujourd'hui que le nouveau pétrole, c'est la donnée. Si tu as la donnée, tu as les Facebook qui sont king parce qu'ils ont donné sur des gens, Google, ils sont king parce qu'ils ont donné sur des gens. Est-ce que toi, tu n'as pas peur d'avoir trop de données sur les gens, en fait, quoi? Alors, je ne te dis pas demain, moi, quand je vais me réveiller là, merde,
j'ai 3 milliards de personnes dans ma base de données, là, qu'est-ce que je vais en faire, quoi? En fait, ce n'est pas vraiment moi Mhm. qui ai les données. On va dire plus ou moins. Ben, quand je dis toi, c'est ta Serveur. solution, quoi. Oui, ma Ta solution. solution, parce que c'est toi qui peux évidemment appuyer sur un bouton et dire j'arrête de mon service sans problème. Alors, le RGPD impose de définir ce qu'on appelle la durée de conservation. D'accord. Lorsqu'on collecte une donnée, Mhm. on a défini la durée de conservation. Normalement, mes clients, s'ils respectent le RGPD, ne peuvent pas laisser les données ad vitam aeternam sur mes serveurs. Mm. Et les durées de conservation sont notamment définies en fonction de la finalité, de ce qu'on veut en faire. D'accord. Alors, quand ils viennent sur ma plateforme, concrètement, c'est pour évaluer le risque lié aux données. Donc, très clairement, lorsque l'évaluation est terminée, l'évaluation et la transformation est terminée, Mhm. les données doivent être supprimées. Parce que la finalité, c'est ça. Et si on arrive au bout, il faut que les données soient supprimées. D'accord. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir des données stockées de manière... non, À un moment donné, il faut bien que tu arrêtes de stocker les données des gens, quoi, et puis que Oui, tu les renvoies non, chez les gens, en fait. non, c'est eux-mêmes qui vont supprimer en fait leurs données ou alors mettre en place des mesures qui puissent les données Puis je les apprends juste tout le temps. après que l'anonymisation ou l'évaluation de risque a été réalisée. Et quand tu conçois un produit comme ça, j'imagine, même pas que j'imagine, une solution comme la tienne n'est jamais finie. On ne dit jamais j'ai fini de développer Non. et c'est fini. Et donc, tu vas donc avoir beaucoup de retours de clients Oui. qui vont te permettre de continuer à improve, toujours améliorer ton C'est l'objectif produit. aussi, quelque part, oui. Ouais, de toujours revenir chez les gens, en fait. Du coup, toi, tu es dans un processus de quoi? De co-construction avec tes clients, ou alors dans un processus de... par rapport à la discussion qu'on a eue hier, j'ai une nouvelle fonctionnalité qui arrive, est-ce que vous voulez la tester, en fait, quoi? C'est toi qui viens avec les idées, ou bien il te dit ce qui manque, tu co-construis, comment ça marche? Alors, comment ça marche? C'est intéressant la question parce que c'est tout l'enjeu en fait des produits innovants. Mhm. Les produits innovants aujourd'hui, il faut faire attention. On dit que les plus gros échecs, les échecs les plus spectaculaires sont en matière de start-up, c'est des échecs liés au fait qu'on n'ait pas atteint on n'ait pas eu cette co-construction. C'est très important. C'est très important de co-construire parce que tout ce qui doit être développé comme fonctionnalité, comme besoin, doit quelque part venir du client. Mhm. C'est lui on dit que le client est l'expert du problème. Mhm. Même si nous sommes l'expert de la solution, lui, c'est l'expert du problème. On doit imaginer comment répondre à son besoin. Ouais. Donc voilà, donc, il faut arriver à co-construire parce que ça, en matière de business, et là on va switcher la partie développement d'une start-up. Il y a plusieurs étapes dans le développement d'une start-up. Il y a, on va dire, le problem solution fit, ça a été théorisé notamment par le Lean Startup, de Sean Ellis. Voilà. De toute façon, et dans Running Lean aussi de Ash Maurya. Mhm. Ce sont des livres écrits sur les principes de développement d'une startup. Mhm. Il y a le Problem Solution Fit. Mhm. Il y a le Product Market Fit, Mhm. avant de passer à une troisième étape qui est le passage à l'échelle. Mhm. Donc, il est hyper important dans ce processus de construction qui ne se fera pas éternellement. Hein. Mhm. L'idée, c'est de pouvoir atteindre ce qu'on appelle un Product Market Fit, c'est-à-dire un produit qui a trouvé un marché. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut passer à l'échelle. Donc, la co-construction, et pour atteindre ce Product Market Fit, il faut vraiment écouter le client et pouvoir construire les choses qui l'intéressent. Tu sais, des fois, quand je parle de lancement d'une solution, là aussi, il y a ce qu'on appelle le pré-lancement, en gros. Tu viens dire aux gens, j'ai envie de construire telle chose, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans mon produit que j'ai envie de construire pour vous? En gros, tu as l'idée de ce que tu veux construire, mais pour être sûr que ce que tu vas faire est attendu par des gens, tu leur dis en gros, qu'est-ce que vous attendez en fait de ce que vous voulez, quelle est la fonctionnalité qui pourrait vous intéresser dedans. Et là, tu rentres encore dans ce processus de co-construction dont tu parlais, grosso modo, qui va permettre aux gens de dire en gros, oh, moi j'aimerais bien que le bouton soit vert, ou bien j'aimerais bien charger mon groupe sanguin et pas mon facteur Rhesus, par exemple. Comment toi, tu collectes ces informations-là? Tu mets un sondage en ligne ou bien tu appelles tes clients, tu dis venez me... Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Mais en général, quand on se lance, il faut le faire à la main. Il faut appeler client après client.
Il faut faire une bonne liste. Voilà. Et prendre ton téléphone. Prendre le téléphone et échanger choper des rendez-vous. L'avoir au téléphone, lui poser des questions, observer comment il utilise l'outil, le suivre, lui demander pourquoi est-ce qu'il fait ceci, pourquoi est-ce qu'il clique en haut et pas à gauche, qu'est-ce qu'il cherchait quand il cliquait là-bas, pourquoi est-ce qu'il met du temps ici. Voilà. Comprendre vraiment. Ça te permet de comprendre où tu veux aller avec ton produit, comment tu vas le construire, l'améliorer. Et justement, comment l'améliorer. Et ça se fait il n'y a pas, on n'automatise pas quand on se lance. Parce qu'en général, pour pouvoir atteindre ce product market fit là, 5 clients, c'est suffisant. Voilà. Quand on a 5 bons clients, on peut pouvoir atteindre le product market fit. Parce que tu as plusieurs cas possibles que tu peux mixer en fait, et retrouver tes avec ça, mais là, il faut prendre le temps avec chaque client, vraiment, pour essayer de comprendre ce qui l'intéresse, comment il utilise l'outil, et arriver à construire quelque chose qui lui apporte, on va dire, la valeur x10 en termes de valeur. Oui, pour qu'il puisse continuer à grossir, bien sûr. Oui. Là, on parlait du domaine de la santé qui est assez, à mon avis, encore une fois, un peu difficile à atteindre. Mais bon, toi, tu me dis au final que ce n'est pas un problème parce que quand tu t'adresses aux bonnes personnes, tu arrives à avoir les bonnes réponses très, très souvent. Pour les contacter, c'est quoi? J'ai vu que tu es assez présent sur LinkedIn, par exemple. Là. Est-ce que tes posts du LinkedIn te ramènent du monde automatiquement? Ou alors tu vas dans des salons, des forums, comment tu fais? C'est un mix de tout ça? LinkedIn, c'est très important. LinkedIn, parce que ça permet de se faire voir. Ouais. Ça permet de montrer son expertise. C'est sur LinkedIn que je communique. Voilà, j'écris des posts régulièrement qui montrent que je sais quoi je parle. C'est seul quand je parle, ouais. Mais c'est difficile d'avoir un véritable contact sur LinkedIn avec les gens, de vraiment rentrer en contact, de vendre concrètement sur LinkedIn. C'est difficile. C'est surtout pour créer, on va dire, un climat de confiance. Après, il faut arriver à sortir de LinkedIn. Ça peut être en allant déjeuner ensemble, on arrive à sortir de LinkedIn, ou alors aller concrètement dans les salons pour rencontrer les gens physiquement, parce que c'est plus simple. C'est plus efficace de rencontrer les gens physiquement, échanger avec eux directement par rapport à leurs besoins. Voilà. Bon, il y a certaines personnes qui disent vendre en physique, c'est intéressant, mais que parfois, il peut être plus intéressant de vendre au téléphone sans être en visio avec la personne. Voilà, uniquement au téléphone. Mais toujours est-il que LinkedIn, c'est important. Ça permet de communiquer et vraiment de montrer son expertise et de créer surtout ce climat de confiance. Parce que concrètement, un client n'achètera jamais à une personne qui n'a pas confiance. Oui, ça c'est sûr que ça montre sa légitimité déjà. Est-ce qu'il est légitime? Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent là-dedans. Je veux qu'on finisse sur 2 ou 3 aspects techniques de ta solution, là, aussi réglementaires. C'est quoi les risques pour toi si tu ne te confonds pas, par exemple, à ce que dit la CNIL ou bien les règles en termes de RGPD, en fait? Pour mes clients. Même pour toi d'abord. Si moi, je ne suis pas conforme, il y a des sanctions. La CNIL a prévu des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Moi, je ne suis pas encore mondial. Au moins français, déjà, tu peux te taper en 4% quoi, des chiffres d'affaires. 4% des chiffres d'affaires. En fait, quand on prend 4%, en fait, on ne prend pas que 4% parce que tu l'as payé l'impôt sur tu l'as payé la TVA, du moins payé l'impôt sur le revenu de ce que malgré la sanction que tu as eue, quoi. Oui, voilà. Donc, ça va un peu plus loin même que les 4% en fait, du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ça peut 4%, c'est pas rien. C'est 4% ou 20 millions d'euros. Ah oui, quand même. On prend le plus élevé des deux. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. Maximum, on va dire, au plus. Voilà. Donc, il y a des sanctions Google, par exemple, a été sanctionné à hauteur de 150 millions, je crois que... Je crois même que c'était après un arrangement, en plus, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Il y a d'autres qui sont sanctionnés à des centaines de millions. Voilà. Donc, effectivement, il y a des sanctions si on n'est pas conforme. Ça, c'est sur le plan réglementaire. Mais il y a aussi sur le plan législatif. Enfin, il y a une loi qui protège en fait les personnes et qui prévoit des sanctions allant jusqu'à 300 000 euros et 5 ans d'emprisonnement. Bon, moi, je te demandais ces sanctions-là. Quand on te sanctionne, toi, par exemple, sur les données de quelqu'un, on reverse l'argent à qui? À la personne qu'on a sanctionnée ou bien à l'État? À l'État, bien sûr. À l'État. Oui. Après, c'est l'État qui s'enrichit un peu sur les autres au final, quoi. Je ne sais pas, parce que c'est l'État qui fait la police, un peu comme la police, quoi. La police protège les gens, après... En fait, c'est pas celui
dont on appuie les données qui bénéficient au final, quoi. En fait, c'est l'État derrière qui récupère l'argent et puis se met à l'aise, en fait, derrière, quoi. On se met à l'aise. Bon, en fait, après, ça rentre dans le circuit, bien sûr, pour s'occuper de tout le monde, bien sûr. Il n'y a pas de problème jusque-là. Ouais. Moi, je sais que tu es enseignant. J'allais dire formateur, mais c'est plus enseignant que toi, tu es dans des facs. Tu enseignes sur quoi aujourd'hui? C'est quoi tes sujets? Alors, c'est le même sujet. J'enseigne principalement sur 2 sujets. L'anonymisation de données, d'une part, et d'autre part, la protection de la carte personnelle. D'accord. C'est-à-dire, en gros, tu es autour de la donnée, en fait, et l'anonymisation, la protection. Autour du RGPD. Et voilà. C'est quoi les tendances aujourd'hui, alors, en matière de protection de données? Parce qu'on sait que les normes sont déjà posées. C'est quoi ce que j'ai envie de dire, les futures évolutions pour toi? C'est tout ce qui est IA. IA. Évidemment. Ouais. Tout ce qui est IA. Alors, comment tu embarques ça dans ton produit? Oui. Il y a plusieurs règlements. Il y a l'IA générative aujourd'hui qui est pour les textes et tout ça. Toi, tu es plus dans un domaine un peu plus spécifique, du coup. Il y a notamment plusieurs textes de loi qui sont publiés. On parle d'attaque, on parle de... Voilà, il y a plusieurs textes qui sont en train d'être adoptés, notamment pour encadrer l'usage de l'IA, notamment par les principes éthiques, d'autres éléments, par exemple, comment éviter du reverse engineering. Par exemple, à partir d'un modèle, on peut récupérer des données personnelles d'une personne en envoyant certains prompts spécifiques. Le modèle peut renvoyer des données personnelles des gens. Donc, comment éviter tout ça? Il y a beaucoup d'éléments, plusieurs attaques qu'on peut faire, notamment, voilà, il y a aussi tout ce qui est deepfake. Voilà. Comment encadrer cela et surtout comment protéger? C'est beaucoup réglementaire, c'est beaucoup technique. C'est quoi la protection? C'est quoi l'angle d'attaque pour protéger? C'est pas la loi, c'est pas la technique, c'est pas quoi? Pas les deux? Il faut comprendre la loi. Il faut comprendre la loi. Mais après, concrètement, pour le faire, ça se fait de façon technique. Ouais. Comprendre la loi pour bien comprendre les enjeux, pour bien comprendre le cadre. Parce que si je reprends le cas de l'anonymisation de données, si on ne lit pas la loi, on ne sait pas ce que ça veut dire anonymiser. Voilà, parce que c'est réglementaire. Et on peut continuer avec les mêmes mauvaises habitudes, en faisant un shuffle, par exemple, et en se disant que c'est OK. Mais pourtant, c'est bien défini dans la loi. Après, maintenant, c'est techniquement maintenant qu'il faut arriver à mettre cela en œuvre. D'accord. Je termine par une dernière question là. Si quelqu'un veut rentrer dans l'anonymisation de données comme toi là aujourd'hui, parce que j'imagine que quand tu étais encore chez Créolink, tu ne savais pas qu'il y avait l'anonymisation de données, que tu allais te retrouver dedans. C'est quoi le conseil que tu donnerais aujourd'hui là? Comment tu le motiverais à rentrer dedans? Est-ce que ça vaut la peine? Si oui, comment tu fais? Par quoi? Des choses comme ça, quoi. Parce que là, on a parlé d'un seul côté de la sécurité, on n'a pas parlé de tous les autres côtés de la sécurité que tout le monde connaît, certificats, machin. Oui, parce que en matière, on va dire, c'est à cheval entre plusieurs. L'anonymisation est à cheval entre plusieurs disciplines, en réalité. Parce que j'ai parlé de risque. Le risque, c'est cybersécurité. Mais concrètement, on manipule les données. Il faut faire un scan dessus les données. C'est-à-dire qu'il faut manipuler les données. On rejoint la science des données. Et il y a tout ce qui est réglementation, notamment les enjeux par rapport au consentement dont on a parlé, la purge des données, les traitements, les finalités. Il faut aussi comprendre cela. On va dire que c'est vraiment une discipline qui est à cheval entre 3 disciplines. Alors, mec, par où commencer? Par quel bout attraper la chose au départ? Je dirais par la partie données. Par la partie données, commencer par la partie sciences des données, parce que concrètement, pour protéger les personnes, c'est des mesures sur les données qui vont être appliquées. Mais pour pouvoir ensuite rapidement remonter sur la partie cyber, et notamment évaluation des risques cyber, afin de comprendre les enjeux en termes de risques pour mieux répondre à ce que le régulateur demande. Voilà. Et finalement, bien se documenter, pas forcément devenir un expert en RGPD,
bien se documenter sur les aspects. En fait, tu es en train de lire la loi qui va évoluer tout le temps, en fait, assez Oui, souvent, voilà. parce que j'imagine quand tu as des données personnelles aujourd'hui, ça évolue. évolue assez vite. Bon, ben, merci beaucoup, Louis-Philippe. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Moi, j'aime bien finir par là. Ah, une question que tu ne m'as pas posée. Ouais. Que j'aurais dû te poser. Tu penses qu'elle est assez essentielle pour ceux qui nous écoutent, que je ne t'ai pas posée? Alors, là, tout de suite, je vois pas. On a parlé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais. On a parlé beaucoup de choses. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour? Ouais. Bon, ben, merci beaucoup alors. C'est vrai que j'ai rien loupé. Merci encore. Merci, Achille. Je t'en prie. Allez. Bon, je vais pouvoir couper.